Nous allons donc débuter cette table ronde. Bonsoir à toutes et tous et merci d'être venus très nombreux ce soir. Vous êtes aussi très nombreux à nous suivre en visio. 15 ans après les soulèvements arabes qui avaient bouleversé les équilibres de la région, le Moyen-Orient traverse actuellement une phase de recomposition profonde. Qu'il s'agisse du Board of Peace qui a été annoncé récemment et qui en réalité fait main basse sur Gaza, qu'il a vocation à transformer en Smart City, de la situation au Yémen, du changement de régime en Syrie ou de l'imminence régulièrement annoncée de frappes contre Téhéran. La région fait face à une période de turbulence. Et pour rappel, depuis les attentats du 7 octobre 2023 et la guerre qui s'en est suivie, en plus d'avoir rasé Gaza, Israël a mené des frappes au Yémen, au Qatar, au Liban, en Syrie et en Iran. Au sein des monarchies du Golfe, il y a aussi des recompositions qui sont à l'œuvre et qui semblent significatives. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont longtemps été perçus comme des partenaires étroitement alignés. Et ils développent actuellement des stratégies de puissance qui conjuguent à la fois coopération et compétition, voire opposition. La situation au Yémen et au Soudan également a été un catalyseur de ce nouveau rapport de force entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Alors évidemment, ce panorama n'est pas exhaustif. Et pour analyser ces dynamiques, tenter de comprendre les logiques politiques à l'œuvre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Fatia Dazi Eni, qui est chercheuse Golfe Moyen-Orient à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, à l'IRSEM. Merci d'être avec nous ce soir. Didier Billon, qui est directeur adjoint de l'IRIS et responsable du programme Moyen-Orient Afrique du Nord. Merci Didier. Et Thierry Coville, qui est chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran. Alors, Didier, je vais commencer par une première question pour toi. On a beaucoup parlé récemment du Board of Peace, qui s'est donné donc comme mission de reconstruire Gaza, sans associer les Palestiniens dans les consultations et en les reléguant à des exécutants dans le cadre du Comité national pour l'administration de Gaza. Et on constate qu'on ne parle plus véritablement de la situation sur le terrain. Donc, est-ce que tu peux nous dire où on en est actuellement donc, s'agissant de Gaza? Je vais essayer. Merci pour cette question et merci de commencer par la question palestinienne. Je pense tout d'abord qu'il faut arrêter et ne croyez pas les médias quand ils vous parlent d'un processus de paix. Il n'y a pas de processus de paix. Je suis au regret de le dire, de l'affirmer, mais ça, c'est le postulat de base. Bien sûr, il y a eu un cessez-le-feu acté le 10 octobre, donc il y a maintenant plusieurs mois, sauf que depuis lors, il y a eu plus de 500 morts à Gaza. Je parle à Gaza. Vous l'avez sûrement vu parce que quelques bribes d'informations parviennent encore dans les médias. L'hiver a été singulièrement difficile du point de vue climatique pour la population gazaoui, réfugiée dans ces temps dans les conditions les plus abjectes qu'on ne peut accepter. Le nombre de morts, et je ne sais pas, peut-être vous l'avez vu la semaine dernière, une étude publiée par un journal sérieux, The Lancet Global Health, nous explique qu'il y a eu sous-estimation des chiffres de décès, de morts, et qu'on peut raisonnablement, excusez le terme déraisonnablement, évaluer à ce jour à minima 100 000 morts sur la bande de Gaza. Le chiffre qui circule le plus officiellement ces derniers temps, c'est 72 000. Il y en a sûrement plus d'un tiers de plus. On nous a expliqué doctement qu'il y avait désormais un point de passage entre Gaza et l'Égypte. Il a été effectivement ouvert le 1er février. Il ne concerne que les personnes, pas les biens, sous le strict contrôle des autorités d'occupation israéliennes. Et on évalue, alors mon chiffre est peut-être à prendre avec quelques précautions, mais à peu près à 250 personnes qui ont pu passer ce point de passage. On en est là aujourd'hui. Et pour terminer ce bref tableau, eh bien, vous le savez, désormais, la bande de Gaza, de facto, est divisée en deux parties. L'une qui est évidemment interdite aux Palestiniens, c'est plus de 50% de la superficie de Gaza. Et
occupée par l'armée israélienne, alors que la population de Gaza est entassée, si je puis dire, dans ces tentes sur l'autre partie de la bande. Quand on sait que Gaza, avant le conflit, avant le 7 octobre, était l'endroit ou un des endroits les plus densément peuplés au monde, ça vous donne une idée de la chose. Il faut aussi parler de la Cisjordanie, dont personne n'évoque la situation. La Cisjordanie, c'est 1000 morts depuis le 7 octobre. Alors là, on a quelques bribes d'informations. C'est le déchaînement de colons fanatisés. Et puis, tout dernièrement, c'était précisément le 8 février, il y a une loi qui a été, qui a été actée en Israël, qui modifie les procédures d'enregistrement du foncier sur la Cisjordanie. C'est très important, je ne vais pas rentrer dans les circonvolutions juridiques, mais ça donne la possibilité désormais à Israël de coloniser et d'annexer légalement, du point de vue de la loi israélienne, ou ce qu'il en reste, un certain nombre de territoires. Nous sommes donc rentrés aujourd'hui dans une séquence nouvelle, dans un contexte où, je le rappelle, je donne toujours ces chiffres, il y avait en 1972, ça remonte à une cinquantaine d'années, 10 000 colons. En 1993, la date des accords d'Oslo, il y avait 280 000 colons. Aujourd'hui, nous avons 750 000 colons. Cisjordanie, Jérusalem-Est. Voilà la situation. Et comme ces éléments l'indiquent, la reconnaissance symbolique de l'État de Palestine, évidemment, n'a rien modifié à la situation concrète endurée par les populations tant à Gaza qu'en Cisjordanie. Rien n'a été fait, aucune réaction internationale. Si, excusez-moi, j'ai sorti tout à l'heure une déclaration qui date du 23 janvier, hier donc, contresignée par 19 États, 23 février, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, non, c'est hier. Oui, oui, non, mais merci Fatia. 23 février, pardonnez-moi. 19 pays, les secrétaires généraux de l'organisation de la conférence islamique et de la Ligue des États arabes, qui condamnent, qui affirment, qui appellent, qui réaffirment, qui soulignent, qui condamnent, qui réaffirment. J'ai relevé les verbes utilisés qui sont très radicaux. Et qu'est-ce qui est fait? Rien, nada. Et la situation se poursuit. Il y a donc une forme d'indécence qui est malheureusement le lot de la situation qui caractérise la Palestine. Je n'ai pas le temps de développer sur le Board of Peace qu'a évoqué Adjar à l'instant. Je vous conseille vivement le papier qu'elle a commis sur le site de l'IRIS la semaine passée, qui est assorti en outre d'une infographie extrêmement précise sur ce que représente ce Board of Peace. Mais pour aller à l'essentiel, je ferai quelques remarques à ce propos. D'une part, c'est évidemment un coup de canif, un nouveau coup de canif qui est porté sur ce fameux droit international qui désormais est vidé de sa substance jour après jour. J'emploie les mots qu'il faut utiliser, je crois, c'est de facto une soumission à l'impérialisme trumpien. Lui poursuit ses projets, ce que je trouve tout à fait, comment dirais-je, condamnable, pour ne pas dire plus, je veux rester mesuré, c'est la réaction des autres États, notamment des États européens, qui n'osent pas dire qu'ils en font partie, mais qui ont quand même envoyé comme observatrice, soi-disant, la commissaire européenne à la Méditerranée. Enfin, on n'ose pas dire les choses, mais en réalité, on s'aligne sur les projets de Trump. Et donc, ce board of peace, qui au départ était centré sur la Palestine, est en réalité, pour parler clair, la mise sous tutelle de la bande de Gaza pour satisfaire aux Israéliens, d'une part, c'est une évidence, et d'autre part, au lobby de l'immobilier, dont on a compris la grande importance dans l'entourage de M. Trump. Enfin, et dernière chose, sur ce board of peace, le conseil exécutif pour Gaza, c'est-à-dire le conseil qui est dédié, qui est composé de Palestiniens. Ce conseil, c'est combien de membres, Adjar? Le 9? 12, pardon, excuse-moi. Eh bien, il est au Caire, car il n'a pas le droit de rentrer sur la bande de Gaza, ni en Cisjordanie au demeurant. Ça veut dire qu'une fois de plus, on prétend, ceux qui décident, gérer la question, régler les problèmes sans l'avis des principaux concernés, c'est-à-dire des Palestiniens. Donc tout cela, et je vais terminer, c'est évidemment l'expression d'une part de la politique d'un gouvernement fasciste, d'un gouvernement suprémaciste, ça ne nous a pas échappé,
mais c'est aussi l'expression d'autres choses qui sont aussi inquiétantes, voire peut-être plus inquiétantes. D'une part, c'est la modification de la société israélienne elle-même, parce que le camp de la paix ou le fameux camp de la paix n'existe plus depuis bien longtemps, et qu'on comprend qu'aujourd'hui, il y a des sondages là-dessus. Alors, il faut se méfier des sondages, certes, mais ça donne quand même un indicateur. Eh bien, une énorme partie, une énorme majorité de la population israélienne, désormais, soutient le processus de colonisation. Deux, cela exprime bien évidemment les fondements même de la politique des États-Unis, dont on comprend que c'est un alignement complet sur celle d'Israël, un soutien inconditionnel à Israël, même s'il peut y avoir de ci, de là quelques frictions, parce que les projet énoncé officiellement, publiquement par le Board of Peace et par M. Trump lui-même, qui s'est d'ailleurs autonomé président à vie de ce Board of Peace, eh bien, peut rentrer en contradiction avec la volonté délibérée et affirmée d'annexion, je dis bien d'annexion pure et simple, de la Cisjordanie. Donc il peut y avoir éventuellement quelques petites tensions, mais sur l'essentiel, il n'a échappé à personne qu'ils sont évidemment dans une situation de soutien inconditionnel à la politique d'Israël. Pour parler clair, nous sommes dans une situation de mise en place de la mise en place d'une tutelle des États-Unis sur Gaza et par ailleurs de l'annexion de la Cisjordanie. Nous avons donc un double mouvement qui va dans le même sens et qui se fait évidemment sur le dos du peuple palestinien dans sa diversité, devant la complicité de facto des puissances occidentales et des États arabes. Alors, au sein des États arabes, et notamment les États du Golfe, mais Fathia nous en parlera probablement, il y a des contradictions entre la politique des régimes et les opinions publiques, mais je ne développe pas là-dessus. Moi, je me souviens, pour conclure, que Elias Sambar, que vous connaissez peut-être, grand historien palestinien, qui a été longtemps ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO, m'a souvent expliqué que, en delà de toutes les souffrances et des turpitudes que connaît le peuple palestinien, il y avait toujours une lueur d'espoir tant que les Palestiniens restaient accrochés à leur terre. Et c'est vrai que depuis 1947-48, c'est la loi. C'est-à-dire que ces Palestiniens, avec une énergie extraordinaire, restent accrochés à leur terre. Est-ce que cette remarque de Elias Sambar, qui m'a beaucoup fait réfléchir, et il l'a écrit aussi dans nombre de ses livres, est-ce que c'est toujours la situation aujourd'hui? C'est bien la question qu'on doit se poser. En d'autres termes, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais les sempiternelles résolutions sur la nécessité de deux États ont-ils aujourd'hui une signification réelle? Et on peut discuter à perte de temps sur faut-il deux États, faut-il un État, faut-il, bon, etc. Ce sont les Palestiniens qui décideront. Et moi, je proclame toujours, pour terminer, un principe essentiel, peut-être le principe fondamental du droit international, c'est l'autodétermination des peuples. Et je crois que c'est ce qu'il faut remettre sur le métier. C'est une bataille politique, évidemment, au résultat, dans la situation actuelle et au vu de ce que je vous ai décrit très rapidement, dont le résultat est assez incertain. Mais enfin, il y a une leçon de l'histoire, c'est il n'y a que les batailles que nous n'engageons pas, qu'on est sûr de perdre à l'avance. Donc, il ne faut pas baisser le drapeau, pas baisser la garde, mais dans une situation, il est vrai, assez pessimiste. Merci beaucoup Didier et merci également d'avoir évoqué cet article et l'infographie l'accompagne. Je vous invite à regarder cette infographie parce qu'elle éclaire la comitologie de ce Conseil de paix, de ce Board of Peace, même si il faut aussi tenir compte du fait qu'elle est évolutive puisque Trump a tendance à démontrer ces derniers temps voilà, qu'il pouvait créer des entités subsidiaires au fil de l'eau. Et d'ailleurs, après la réunion qui s'est tenue le jeudi dernier, le haut représentant pour Gaza a annoncé la création d'une nouvelle structure, un comité de liaison de l'autorité palestinienne pour permettre un canal de communication entre le conseil exécutif du Conseil de paix et le comité national pour l'administration de Gaza qu'évoquait Didier et qui est composé uniquement de technocrates qui auront vocation à expédier les affaires courantes. Puisque Didier vous a cité, Fatia, je me tourne vers vous. Je le disais tout à l'heure, on a beaucoup décrit les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite comme des partenaires proches.
Mais on observe ces derniers temps une forme de rupture. Alors, l'un a signé les accords d'Abraham, l'autre non, mais cela va bien au-delà. Est-ce que vous pouvez nous en dire, enfin, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe actuellement? Euh, sur ces dernières semaines, on a vu qu'il y avait voilà, une forme de tension entre les Émirats et l'Arabie Saoudite. Merci. Sur quoi? Voilà. Ah, d'accord. Là, c'est mieux. Je voulais faire peut-être une petite transition par rapport à ce que disait Didier sur, effectivement, après tout, qu'est-ce que foutent tous ces États arabes? C'est vrai. Alors, moi, je serais peut-être un peu moins sévère, Didier, parce que c'est vrai que les Saoudiens, même si sur le plan très concret, effectivement, n'ont pas réellement agi pour que la situation puisse être infléchie en Palestine. Néanmoins, il y a quand même une mobilisation de la part de l'Arabie saoudite euh, qui, euh, qui a complètement changé son braquet quand même après les attentats du 7 octobre et surtout la réplique israélienne et cette guerre sans fin que mène Israël sur plusieurs fronts. Donc très clairement, euh, disons que le pouvoir saoudien a mis environ la première année 2023, il y avait cette année de transition pour les Saoudiens qui ont toujours en tête, bien sûr, la relation avec les États-Unis, hein. On était en fin de mandat Biden et on arrivait à une campagne électorale américaine. Donc, il est clair que les Saoudiens, entre le 7 octobre 2023 et octobre 2024, ils avaient à cœur de ménager soit le président sortant, soit le futur président qui, pour les Saoudiens, ils avaient une préférence pour Trump, pensant, non pas qu'il soit fanatique de Trump, mais il y a une relation étroite, personnelle entre les dirigeants, notamment le dirigeant saoudien MBS et la famille Trump, bien que la relation avec les États-Unis ait beaucoup évolué sous Biden, puisque c'est Biden qui a initié cette fameuse négociation trilatérale saoudo-israélo-américaine pour parvenir à une normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Et le prince héritier lui-même, à la télé, dans un programme de Fox News, alors évidemment, il s'adressait à des Américains, parce qu'aux Saoudiens, il disait jamais ça. Mais il avait clairement dit, je me souviens très bien, le 23 septembre 2023, nous sommes sur le point de normaliser avec Israël. Alors que, et évidemment, quand on lit toutes ces déclarations sur Al Arabiya et sur les chaînes saoudiennes, ce n'était pas du tout le cas. Il disait qu'il y aurait de normalisation qu'avec une solution politique palestinienne, qu'il n'était pas question pour l'Arabie saoudite de s'asseoir sur une solution politique palestinienne et que même s'il devait normaliser un jour, jamais il normaliserait dans le cadre des accords d'Abraham qui, eux, ont fait fi de la question palestinienne. Donc ça, je tiens à remettre quand même les choses. Mais donc pendant un an, ça a été un petit peu timide et, euh, et il laissait toujours la porte ouverte à une éventuelle normalisation malgré les massacres jusqu'au jour où Mohammed Ben Salman prononce la phrase fatidique: oui, Israël commet un génocide à Gaza. Et ça a été dit pour la première fois officiellement par un dirigeant saoudien. Et depuis, les diplomates et l'ensemble du personnel saoudien s'accordent à parler de génocide à Gaza et d'annexion de facto de la Cisjordanie. Alors c'est vrai que l'Arabie saoudite est un peu ce fer de lance d'une solution à deux États, hein, à laquelle la France s'est quand même raccrochée aussi, hein, un petit peu sur le tard, mais c'est raccroché avec cette déclaration de New York. Et bon, elle a eu quand même la vertu de défendre, bien sûr, l'existence, le droit des Palestiniens à avoir un État. Et depuis, effectivement, les Saoudiens ont clairement fermé la porte à toute normalisation avec Israël, hein. Donc voilà pour. Alors ça,
ça explique aussi les divergences accrues qu'il va y avoir avec les Émirats arabes unis, qui, eux, ont accru leur coopération commerciale avec Israël, malgré les 2 années de génocide. Euh, et la confrontation, parce que ce n'est pas simplement une tension, Hajar, il y a une confrontation au Yémen du Sud, qui a eu lieu fin décembre, par proxy, si vous voulez. C'est une confrontation clairement saoudo-yéménite, mais qui a opposé évidemment l'Arabie saoudite au Conseil transitoire du Sud, qui est un conseil qui représente les séparatistes yéménites du Sud et qui est entièrement financé et, euh, et qui a des équipements militaires et donc soutenu par les Émirats arabes unis. Alors, lorsque ce conseil de transition du Sud a décidé de lancer une offensive terrestre en... Alors c'est dommage parce que votre carte, elle sectionne quand même la partie du Yémen. Alors les séparatistes du Sud, eux, ils sont installés à Aden. Hein. Donc à Aden, c'est vers... c'est tout au sud, bien sûr, sur le port, et c'est pas très loin du Bab el-Mandab. Et donc, il est le Conseil transitoire du Sud, il est basé assez bien implanté à Aden et aux alentours, à Bian aussi. Et il a lancé une opération terrestre sur le Hadramout, qui est la plus grande province du Yémen, une énorme région on dit au Yémen du Sud, mais elle est frontalière sur 800 km de frontière avec l'Arabie saoudite. Donc, ils ont très facilement euh, pris le Hadramout ainsi que la province d'Al-Mahra, qui, elle, est frontalière du sultanat d'Oman. Alors, évidemment, les Saoudiens, à chaque fois que j'ai discuté avec des Saoudiens sur le Yémen, je posais la question, mais il y a quand même des conflits d'intérêts depuis longtemps entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Alors, non pas que je cherchais à ce qu'ils castagnent, mais pourquoi est-ce que l'Arabie saoudite ne réagit pas, quoi? Non, mais entre nous, évidemment, nous discutons. Ils n'ont jamais voulu admettre, même par je veux dire, des non-officiels hein, que je rencontre depuis des années, ils n'ont jamais voulu admettre ouvertement qu'ils avaient des conflits d'intérêts très importants qui les opposaient aux Émirats. Donc, ils ont préservé vraiment la façade jusqu'au bout. Mais les Saoudiens m'ont toujours dit, par contre, si on touche au Hadramout, ça, c'est la ligne rouge. Et les Émirats arabes unis, à mon avis, ont sous-estimé la réaction saoudienne. Ils n'ont pas pris au sérieux l'Arabie saoudite quand ils disaient, attention, c'est une question de sécurité nationale pour nous. Et ça touche. Et donc, quand cette offensive a eu lieu entre le 2 décembre, à partir du 2 décembre, les Saoudiens, le 26 décembre, ont décidé de frapper une cargaison d'équipements militaires sur un bateau, et donc clairement un bateau émirati. Et pour la première fois, on menaçait les Émirats, puisque on vous donne 24 heures pour déguerpir du sud Yémen, et ensuite ça a été Socotra, etc. C'est-à-dire que les Saoudiens, en 10 jours, c'est-à-dire que exactement le 6 janvier, si je ne dis pas de bêtises, ils ont été en mesure de mettre fin à 10 ans de politique d'influence et d'implantation des Émirats arabes unis au Yémen. Les Émiratis sont complètement sortis du Yémen, de Socotra, etc. Et donc, c'est dire l'ampleur du différend. Et donc, cette confrontation, en réalité, elle va bien au-delà des rivalités qui ne sont pas nouvelles hein, entre les Émirats et l'Arabie saoudite. Simplement, MBS, quand il arrive au pouvoir, c'est vrai que son collègue leader MBZ, donc Mohamed Ben Zayed d'Abu Dhabi, a fait figure de mentor, lui a présenté tous les grands de ce monde avec son carnet d'adresses, l'a introduit, à mon avis, il doit le regretter, auprès de la famille Trump. Et donc, moi, on m'a toujours dit en Arabie, bon, moi, je trouvais que MBS n'était pas capé, n'avait pas réellement comment dire,
de culture stratégique, ce qui est vrai, ce qui était vrai, puisqu'il est bombardé par son père, entre guillemets, ministre de la Défense, lorsqu'il devient roi, alors qu'il n'a aucune culture militaire. Alors que son petit frère, qui est aujourd'hui ministre de la Défense, lui, c'était un pilote de ligne et une culture militaire. Oui, oui, je continue un petit peu quand même. Euh, pour dire que, en fait, cette confrontation va au-delà des différends au Yémen. Et elle révèle en fait une rupture stratégique entre ces deux pays qui renvoie à une conception très divergente de leur perception de l'ordre régional. Et cela s'est considérablement aggravé après le 7 octobre. Hein. Et alors, et là je terminerai vite et comme ça on rebondira sur d'autres questions, lorsque Israël, le 26 décembre, reconnaît l'indépendance du Somaliland, c'est exactement à cette période que l'Arabie saoudite décide d'intervenir et de mettre fin à à l'offensive du Conseil transitoire du Sud qui s'apprêtait à, comment dire, à revendiquer l'indépendance du Sud-Yémen. Et donc là, les Saoudiens se sont dit, bon, bah là, on est encerclés, parce que clairement, après le 7 octobre, l'Arabie saoudite a considérablement réévalué comment dire, l'échelle de la menace, qui jusqu'à présent, euh, c'était l'Iran, la menace existentielle, mais les Saoudiens, évidemment, avec l'accord sous les auspices de la Chine, le rapprochement avec l'Iran, vont énormément avec une politique de désescalade suite aux leçons tirées par l'échec de leur politique interventionniste au Yémen et contre le Qatar, etc. Ils vont, ils vont énormément, entre guillemets, mettre, pas de l'eau dans leur vin, mais dans leur thé, je sais pas. Enfin bref, et effectivement, l'hégémon militaire israélien devient la menace numéro un, et donc il voit tout rouge lorsque les séparatistes du Sud, euh, aidés par les Émirats qui ont exactement la même stratégie de fragmentation de la région que Israël, eh bien, pour les Saoudiens, ça n'est plus possible de ne pas réagir. Voilà. Merci beaucoup. Thierry, je me tourne vers vous. Et donc, j'en viens à l'Iran, qui a été traversé par des mobilisations de masse résultant en plusieurs dizaines de milliers de morts. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce moment et nous dire si, selon vous, il s'inscrit dans la continuité des mouvements précédents? Merci. Merci beaucoup. Donc effectivement, alors je vais essayer de... Ce qui est difficile parce que c'est un mouvement récent, donc les chercheurs sont toujours très mal à l'aise par rapport aux mouvements sociaux, regardez par rapport au printemps arabe. Donc tirer des conclusions alors que ce mouvement est très récent, c'est compliqué, mais tout en étant très prudent. Donc essayer de le caractériser puis de trouver ses causes. Donc, bon, comme vous le savez, ça commence par une grève des bazaris, hein, qui sont les grands commerçants, qui protestent contre la dévaluation, la dépréciation de la monnaie iranienne par rapport au dollar. Et puis, suite à un appel de Reza Pahlavi, donc le fils du Shah qui a quitté l'Iran juste avant la révolution, les manifestations prennent un tour beaucoup plus politique. Suite, donc le jeudi et le vendredi, je ne sais plus exactement les dates, donc il y a ces manifestations. Ensuite, il y a cette gigantesque répression, sanglante répression. Et alors là, effectivement, c'est pas trop le bilan, mais en tout cas, il n'y a jamais eu autant de morts, des milliers de morts, jamais eu autant de morts depuis la Révolution. Et c'est un véritable traumatisme, d'ailleurs. Je pense que le mot est exact. Même quand en Iran, on écoute même les chaînes officielles. La façon dont les gens en parlent, c'est un traumatisme, le nombre des morts. Alors, les caractérisations de ce mouvement. Alors, effectivement, on va dire que c'est un rejet radical si on se base sur les slogans, hein, qu'on a entendus pendant ces manifestations. On va dire que c'est un rejet radical de la République islamique d'Iran avec des slogans comme mort de Khamenei, retour de Pahlavi, liberté. Mais voilà, vous parliez de la continuité par rapport au mouvement précédent, j'en reviendrai là-dessus. Autant, j'en parlais tout à l'heure, en 2009, vous savez, quand il y a eu les contestations suite à la réélection de Mahmoud Ahmadinejad, les gens ont protesté, il y a eu des millions d'Iraniens dans la rue, dans les grandes villes, mais leur, leur leader à l'époque, c'était Moussavi, candidat à ces élections, ancien Premier ministre. Là, le leader, c'est quelqu'un qui est plus dans le système, qui est en dehors du système. Donc ça traduit, je reviendrai là-dessus, ce rejet, hein,
de combien de parties de la population, mais qui est réel en Iran du système politique. Pas vraiment de programme. Dans ces slogans, par exemple, pas de demande de libération des prisonniers politiques, pas de référence, par exemple, au mouvement Femmes, Vie et Liberté. Quelqu'un comme Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, qui est en prison, qui est quand même une figure de la lutte pour les droits de l'homme et contre la République islamique d'Iran, son nom n'a pas été scandé. Donc c'est vrai que, tout en étant prudent, on retrouve un petit peu ce qu'on a vécu pendant les printemps arabes, c'est le rejet du système politique actuel. On n'en peut plus. Par contre, il n'y a pas forcément un consensus sur le type de système que les gens veulent. Pas de leader en Iran, hein, donc un leader basé à l'étranger, donc qui est Reza Pahlavi, hein, qui est donc comme vous le savez, hein, les Pahlavi, il y a eu deux rois, hein, Reza Pahlavi, le grand-père, qui prend le pouvoir en 1925, qui est très respecté en Iran. Il crée vraiment l'Iran moderne, les institutions modernes, la justice, l'armée. Donc, même dans la République islamique d'Iran, il a une bonne image. Son fils Mohammad Reza, qui prend le pouvoir quand son père est chassé suite à l'intervention des Anglais et des Russes au début de la Deuxième Guerre mondiale, et qui quitte le pouvoir en 1979. Donc c'est le petit-fils qui se retrouve leader à 65 ans de ce mouvement. Alors, on est prudent, il faut être prudent, mais c'est vrai qu'il a des partisans en Iran, et ces partisans, tout le monde est assez d'accord, leur nombre a sans doute augmenté ces derniers temps. Et ça traduit, moi je pense, mais par contre, je ne pense pas qu'il y ait une majorité d'Iraniens, d'après ce que j'entends, j'essaie d'écouter le maximum des débats en Iran, qui le soutiennent, mais il a des partisans en Iran et ses partisans, son camp progresse. Je pense aussi qu'il faut se méfier. Les Iraniens sont furieux, ces Iraniens qui sont dans la rue sont furieux. Ils cherchent un leader qui constitue le contraire de ce qu'ils voient. Bon, les Pahlavis, ils ont exercé le pouvoir en Iran, donc leur pouvoir a été, de fait, ils ont des légitimités pour exercer le pouvoir en Iran. Ils savent que c'est le contraire de tout ce que représente la République islamique d'Iran. Donc il y a peut-être un choix tactique, pas forcément, vous voyez, une adhésion à tout le programme économique de tout ce que veut faire Reza Pahlavi, même si, alors on ne sait pas trop, mais il y a des chaînes de télévision basées à l'étranger, notamment Iran International, dont on parle beaucoup, qui présentent une image plutôt rose, on va dire parfaite de ce qu'était l'Iran avant. Attention, moi, je ne suis absolument pas dans l'idée qu'avant, c'était nul. Et puis, enfin, je veux dire, il y a eu sur le plan économique, l'Iran était en pleine croissance. Il y avait une certaine liberté vestimentaire pour les femmes. L'Iran avait des bonnes relations avec les pays occidentaux. Donc, mais je crois qu'il y a un rejet. Vous voyez, hein, quand on est en colère contre quelqu'un, bon, on va choisir celui qui représente le contraire, l'antithèse. Alors, également, plutôt, alors, tout en étant prudent, on voit que c'est plutôt les plus pauvres qui ont manifesté. J'entendais beaucoup de récits, vous savez, il y a beaucoup de récits, des jeunes qui n'ont pas de travail. Il y a une part de désespoir. Hein. J'en parlerai de la situation économique, mais je pense que ce qui pèse sur les Iraniens, ils ne voient pas d'issue. Hein, j'en parlais, ça fait 15 ans qu'ils sont sous sanctions. Quelles sont les issues? Ça va continuer. Donc, vous savez, les jeunes n'ont pas de travail, beaucoup veulent émigrer. Beaucoup de jeunes. Donc on parlait, vous voyez, c'est paradoxal, hein, demande le retour de Pahlavi. D'après le Parlement iranien, près de 20% des manifestants avaient moins de 18 ans. Donc, bon, ils n'ont pas connu la période précédente, mais il y a cette idée, on déteste ce système. Donc, il y a eu la royauté avant, c'était pas mal sur le plan économique. Il y avait des bonnes relations avec les pays occidentaux, donc on les soutient. Voilà, et puis ça a couvert tout l'Iran, vraiment tout l'Iran géographiquement. Alors les causes, la crise économique, bon, je ne veux pas insister parce que ça fait, je crois que je commence à me fatiguer, parce que ça fait des années que je le répète. Il y a 15 ans de sanctions en Iran, hein, appliquées par les Américains, et ça fait 15 ans qu'ils ont une inflation à 40%, une croissance qui ralentit, plus de chômage, beaucoup d'Iraniens, par exemple les Iraniens sont parmi les premiers dans les gens qui traversent la Manche, hein, depuis quelques années. Il y a des rapports du Parlement anglais. Donc, il y a une misère économique et les gens ne voient pas d'issue. Donc, d'ailleurs, je travaillais avec Julia Tomasso sur des articles sur ce sujet. C'est intéressant de voir que Mike Pompeo, secrétaire d'État durant le premier mandat de Trump, dit on va appliquer des sanctions pour faire sortir les Iraniens dans la rue
pour que le gouvernement change sa politique. Et Scott Bessent, le nouveau secrétaire au Trésor, à Davos récemment, il dit ça a marché. Donc, enfin, je veux dire, alors, on pourrait se poser la question, on revient sur comment justifier, comment accepter un système qui explique, on peut parler de Cuba aujourd'hui, qui explique qu'on pousse les gens comme ça dans la pauvreté et dans la rue, c'est un problème. Alors, crise de légitimité, donc il y a un problème économique, problème politique, crise de légitimité. Je vous donne simplement 2 chiffres. Hein. Sondage en 2023 du ministère de la guidance iranien. Plus de 70% des Iraniens refusent la liaison entre politique et religieux. 2023. Donc, et le velayt Fari, qui est la supériorité religieuse sur politique, c'est la base du système politique iranien. Donc, un refus massif du système politique actuel et qu'on voit également par la baisse du taux de participation aux élections présidentielles, aux élections législatives. Donc, en gros, les Iraniens sont mécontents de la situation économique, de la politique étrangère, de la situation politique, et n'ont pas de représentants. Enfin, beaucoup, ils considèrent qu'ils n'ont pas de représentants. Donc, voilà. Donc, voilà. Et donc, je vous disais, vous me parliez de, voilà, c'était une... Je vous remercie de cette question de transition, mais c'est intéressant de voir que ça m'a frappé. J'écoutais des débats en Iran. Ils disaient c'est quand même intéressant. En 2009, c'est important ce qui s'est passé à l'époque. C'était une manifestation très démocratique de protestation. Mais des millions d'Iraniens dans la rue qui disaient où sont passées nos voix et en fait, ils soutenaient l'ancien Premier ministre qui était dans le système. Donc, on va dire, voilà, 16 ans, 2009, voilà, 16 ans après, beaucoup sont dans la rue et ne soutiennent plus vraiment, ne soutiennent pas du tout quelqu'un dans le système, quelqu'un qui est en dehors du système. Donc, ça donne l'idée, alors, quelle est la part de l'économie, quelle est la part du mécontentement politique, c'est sûrement mélangé, mais effectivement, ça a conduit à ces manifestations. Voilà. Merci beaucoup Thierry, on reviendra à l'Iran tout à l'heure. Didier, peut-être. Excusez-moi. Didier, donc on a parlé de la Palestine, on a parlé du peuple iranien. Et l'actualité a été assez dense en Syrie aussi ces dernières semaines, notamment autour de la question kurde. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé et dans quel cadre les événements récents s'inscrivent-ils? Oui, merci. Le titre de notre réunion ce soir, c'est Recomposition géopolitique au Moyen-Orient. Et clairement, outre les sujets que nous avons déjà abordés, la Syrie est d'une importance tout à fait considérable. Une date, 8 décembre 2024, c'est après 54 années de dictature du parti Baas, après presque 14 ans de guerre civile, la chute assez piteuse du régime de Bachar el-Assad. Le pays, en ce mois de décembre 2024, est totalement exsangue. Je rappelle quelques éléments quand même qu'il faut garder en tête. 530 000 morts, 200 000 disparus à peu près. Vous avez à peu près la moitié de la population syrienne qui a été déplacée ou qui se trouve en exil. Et il est évalué à environ 80% de la population syrienne qui se trouve en dessous, du seuil de pauvreté. Et il est évalué, mais alors là, les chiffres, pareil, sont à prendre avec précaution. Je ne suis pour ma part pas économiste, mais il est évoqué de 300 à 500 milliards de dollars nécessaires pour procéder à la reconstruction de ce pays. Les nouvelles autorités politiques, très rapidement, fixent 3 objectifs. Le premier objectif, c'est sortir de l'isolement régional et international auquel le pays était soumis. Le deuxième, qui est lié en partie, c'est de parvenir à la levée des sanctions économiques et de réamorcer les circuits économiques à l'international. Et le troisième, est-il proclamé à l'époque, c'est de mettre en place un gouvernement inclusif. Gouvernement inclusif, c'est compliqué. Qu'est-ce que cela veut dire en Syrie? Ça veut dire capable d'intégrer les différentes minorités ethniques et ou confessionnelles dans un pays qu'on qualifie souvent de pays mosaïque. On peut considérer que sur les 2 premiers objectifs, les nouvelles autorités syriennes ont connu incontestablement des succès. Moi, je suis marqué par la rapidité de la réintégration de la Syrie dans le champ international. Pour mémoire, Ahmed El-Shara, le président intérimaire, fait un discours à l'Assemblée générale de l'ONU au mois de septembre dernier
C'est le premier d'un Syrien depuis 1967. Quelque temps plus tard, il est reçu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, ultime consécration. C'est le premier Syrien qui est reçu à la Maison-Blanche depuis l'indépendance du pays en 1946. Dans la foulée, d'ailleurs, il accepte de devenir le 89e membre de la coalition internationale anti-Daesh. Mais il rencontre aussi Poutine, Poutine qui avait été un soutien inconditionnel quasiment jusqu'au bout du régime de Bachar el-Assad. Il rencontre Macron, admettons que ça c'est beaucoup moins important, et qu'au niveau régional, ma foi, il se réconcilie assez rapidement avec tous les pays de la région, avec une exception, Israël. Tiens, on en revient à ce pays décidément déstabilisateur. Il est vrai que les promesses économiques, elles, ont été partiellement réalisées. Le boulot est énorme, les tâches sont infinies, mais il y a un amorçage de la pompe, mais qui est encore bien insuffisant. Le problème, c'est le troisième objectif, ce projet de régime inclusif. Pour parler clair et pour aller vite, il est évident que les autorités de Damas sont principalement composées, au niveau de ses dirigeants, de ceux qui décident, de compagnons d'armes de Al-Shara. C'est ceux qui se trouvaient dans la province d'Idlib avant la prise du pouvoir à Damas. On se souvient aussi qu'il y a eu, depuis cette prise du pouvoir de décembre 2024, plusieurs flambées de violence contre les Alaouites en mars de l'année passée, il y a presque un an, avec les Druzes, autre minorité, au mois de juillet dernier, en 2025. Mais bien évidemment, c'est la question kurde qui est essentielle. La question kurde, pourquoi est-elle essentielle? C'est parce que ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, qui prétendaient représenter ou incarner les intérêts kurdes, contrôlaient jusqu'à ce mois de janvier, jusqu'il y a un mois, à peu près un tiers du pays, c'est-à-dire toute la partie nord-est de la Syrie, sous le vocable de l'administration autonome du nord-est de la Syrie, la ANES. Et avec ces Kurdes, il y a problème, il y a difficulté. Il y avait eu, le 10 mars dernier, un accord avec la perspective de trouver une solution à l'horizon du 31 décembre 2025. Sauf que ces négociations totalement piétinées n'ont pas parvenu à trouver un accord de compromis. Et c'est pourquoi, dès les premiers jours du mois de janvier de cette année, il y a eu une offensive contre deux quartiers de Damas qui ont été assez vite réglés. Et surtout, et c'est ça qui est important, il y a eu une avancée avec une rapidité déconcertante des troupes de Al-Shara, donc cette nouvelle armée syrienne, en direction du nord-est. Et là, on a vu une débandade complète des forces démocratiques syriennes. Alors, essayons de comprendre pourquoi en une minute. Parce que, d'une part, ces forces démocratiques syriennes, on n'en voyait en général que la partie kurde. Elle était réelle. Mais il y avait une autre partie, une partie arabe. De même, dans cette administration autonome du nord-est syrien, il y avait ces populations arabes. Vous avez un certain nombre de villes dans un environnement kurde, mais il y a une majorité arabe dans telle ou telle ou telle ville. Il faudrait entrer dans les détails. Et donc, ces tribus arabes n'en pouvaient plus de la domination de ceux qui, en réalité, prenaient les décisions politiques, c'est-à-dire les militants, comme on dit en Syrie, les cadros, les cadres du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, kurdes d'origine turque. Et donc, ça permet de comprendre pourquoi cette débandade. C'est que les populations arabes et les tribus arabes ont fait défection. Les États-Unis, pour leur part, et ce n'est pas la première fois que les Kurdes, pardonnez-moi l'expression, sont les cocus de l'histoire, mais ces États-Unis qui ont soutenu longtemps les Kurdes, surtout quand il fallait lutter contre Daesh, eh bien, on les ont là lâchés en race campagne au mois de janvier. Et puis, petit élément complémentaire qui a souvent été ou ignoré ou sous-estimé, c'est le rôle de la Turquie. C'est-à-dire que pendant ces opérations militaires du mois de janvier 2026, la Turquie a fourni de nombreux drones aux nouvelles autorités syriennes. Alors, pour conclure, en quoi cela ces événements modifient-ils les rapports de force et procèdent de la recomposition géopolitique de la région? Il s'agit avant tout pour
les États-Unis, dont on dit souvent que Trump fait n'importe quoi. Non, il ne fait pas n'importe quoi. Il a un projet politique, parfois insupportable, mais il a un projet politique. Et lui, son grand problème, c'est la Chine, nous le savons, mais dans la région, c'est l'Iran. Thierry vient d'en parler et nous allons reparler ensuite. Il s'agit de couper tous les liens possibles entre la Syrie et l'Iran. La Syrie a eu un rôle extrêmement important pour l'Iran, notamment tous les transferts d'armes vers le Hezbollah. C'est fini. Il faut aussi aider la Syrie dans ce projet en s'appuyant sur deux autres parrains amis des États-Unis, c'est-à-dire la Turquie et la Syrie. Et l'Arabie saoudite, qui aident effectivement, et qui sont, on peut le dire, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, les parrains de la nouvelle Syrie. Il faut donc que ces deux alliés des États-Unis puissent jouer pleinement leur rôle. Enfin, et dernière chose, c'est la question d'Israël. Peut-être on y reviendra dans le débat, parce que là, par contre, il n'y a pas normalisation pour l'instant. Et je pense que le chiffre est peut-être un tout petit peu dépassé, mais qu'il y a eu plus de 800 frappes israéliennes contre la Syrie depuis le 8 décembre 2024, et qu'une partie du territoire syrien est occupée de façon totalement illégale du point de vue du droit international. Mais ça, chacun l'a compris, le droit international n'est pas véritablement la préoccupation des dirigeants israéliens. Merci beaucoup, Didier. Thierry, je me tourne à nouveau vers vous. On annonce des discussions sur le nucléaire ce jeudi à Genève. Sur quoi porte-t-elle? Et pourquoi cette menace de frappe imminente qui nous sont annoncées, alors que, à l'issue de la guerre des 12 jours de l'été dernier, la Maison-Blanche avait déclaré, le 25 juin très précisément, avoir sérieusement endommagé les capacités nucléaires de la République islamique et que toute autre suggestion était une fake news. Oui, tout à fait. Donc, pour poursuivre ce que disait Didier, donc, je pense qu'il peut expliquer ce qui se passe actuellement, un petit peu la stratégie de négociation des deux principaux acteurs, hein, les États-Unis et l'Iran. Alors, du côté américain, je pense sous influence israélienne, il y a la perception que l'Iran est en situation de faiblesse. Donc, en gros, l'Iran est en situation de faiblesse pour un certain nombre d'éléments dont on vient de parler. C'est le moment d'imposer à l'Iran un changement de comportement. C'est pour ça que les négociations ne concernent plus que le nucléaire, mais le nucléaire, le programme balistique iranien et la politique régionale de l'Iran. Donc l'idée, en gros, c'est le bon moment pour les États-Unis pour faire ça. Et effectivement, si on voit la stratégie habituelle de Trump, il y a l'idée que j'obtiens ce changement de comportement en utilisant tous les leviers possibles. Donc, alors pour l'instant, les menaces de guerre, mais ce qu'on entend même du côté iranien, c'est en gros, ils veulent obtenir ce changement de comportement par les négociations ou par la guerre. Donc, c'est assez clair. Et du côté iranien, d'après ce que j'ai compris, ils ont quand même rappelé que quand Trump a menacé d'attaquer l'Iran juste après la répression suite aux manifestations de janvier 2026, les Iraniens ont fait passer le message aux Américains que s'il y a attaque, ce ne sera pas les mêmes réponses qu'avant. Ce sera une réponse régionale. En gros, tous les coups sont permis. On considère que les Iraniens considèrent dans ce cas-là qu'il y a un intérêt vital, leurs intérêts vitaux sont menacés, donc c'est une guerre régionale. Et donc, il y a eu un discours très clair d'Ali Khamenei, le guide iranien, sur qu'effectivement, il y aurait ce type de réponse, d'où l'inquiétude des pays voisins. Hein, qui ont fait du lobbying auprès de l'administration américaine pour dire n'attaquez pas, parce qu'effectivement, les Iraniens, très clairement, ils ont dit on attaquera les installations pétrolières des pays voisins, de l'Arabie Saoudite, des Émirats. C'était très clair. Le détroit d'Ormuz, etc. Donc, si on est attaqué par les Américains. Alors, du côté iranien, l'idée, c'est qu'on a toujours la même position de négociation qu'on avait avant l'attaque israélienne de juin, c'est-à-dire on est prêt à négocier sur le nucléaire. Vous savez, il y a deux questions. Il y a l'enrichissement de l'uranium en Iran et le sort des 400 kilos d'uranium enrichi à 60% qui donne potentiellement l'Iran la possibilité de fabriquer plusieurs bombes atomiques. L'Iran, d'après ce que j'ai compris, est prêt à faire preuve de flexibilité dans ce domaine. Alors, ce qu'on entend dire du côté iranien, c'est une suspension de ce droit, enfin, de cet enrichissement d'uranium
pendant le mandat de Trump, et ensuite l'idée que Trump aurait accepté un enrichissement très faible, éventuellement sous la forme d'un consortium régional. Donc ça, les négociations concernent effectivement cette partie-là. Alors effectivement, le problème, c'est les questions qu'on peut poser, c'est est-ce que Trump va se contenter d'un accord qui semble possible s'il y a levé des sanctions? Hein, les Iraniens sont prêts à faire ça, évidemment. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour eux, c'est très important qu'en échange de concessions qui font son nucléaire, il y ait une levée des sanctions. La grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Trump va accepter une négociation qui ne concerne que le nucléaire, ou de se dire c'est le bon moment, je veux également des avancées sur le programme balistique iranien et la politique régionale de l'Iran. Et ça, les Iraniens étaient clairs depuis le début, depuis des années. On ne touche pas notre programme balistique, c'est notre seule arme de défense. Donc ça paraît difficile d'obtenir un accord, ce qu'on appelle un grand accord qui intégrait ces questions. Et alors effectivement, pour conclure, là, il y a deux stratégies, d'après ce que nous disent tous les experts des questions militaires. Mais moi, ce que j'ai un problème, je ne suis pas du tout spécialiste des questions militaires, c'est le but politique de ces attaques. Donc une attaque, ce qu'on entend dire, hein, c'est pas un scoop, hein, une attaque limitée, le risque dans ces cas-là, c'est que l'Iran vient de le dire, si c'est attaque limitée, pour nous, il n'y a pas une attaque limitée, il y a une attaque. Donc dans ce cas-là, on va répondre. Est-ce que ça va changer la position de négociation de l'Iran, puisque c'est quand même toujours l'objectif de Trump? Manifestement, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'en est pas sûr. Alors une attaque massive, qui est demandée par Reza Pahlavi quand même, le fils du Shah, qui n'arrête pas de dire il faut que Trump nous aide, etc., pour bâtir une belle démocratie en Iran. Moi, je ne suis qu'un quelqu'un qui facilite ce passage de démocratie. Bon, les risques sont gigantesques. Hein. Le risque, c'est la réponse de l'Iran, je viens d'en parler. Du côté de Trump, il y a aussi l'impact sur le prix du pétrole, etc., quand même, voilà, risque de conflit régional. L'opposition aux États-Unis aussi, hein, de la base qui soutient Trump, qui ne veut pas de guerre de ce type. Ne parlons pas des pertes humaines. Il y a quand même un conflit. C'est là où je comprends la colère en Iran. Moi, je suis observateur de l'IS, mais bon, une guerre, voilà, une guerre sans morts civiles qui n'ont rien à voir avec le conflit, ça n'existe pas. Donc, combien de morts en Iran? Et puis, quid de l'objectif politique? On sait très bien, tout le monde nous le répète, je pense qu'il n'est pas tort, il ne peut pas y avoir de changement de régime s'il n'y a pas de troupes au sol, que par des bombardements. Donc, dans ce cas-là, est-ce que ça va faciliter de nouveau le changement de position de l'Iran qui serait peut-être plus malléable pour ces négociations concernant le système politique s'il ne change pas? Je ne vois pas trop. Donc, vous voyez, effectivement, autant il y a une asymétrie, l'Iran est sûrement en position de faiblesse, mais il ne faut sans doute pas exagérer. Je pense qu'il y a peut-être une erreur d'appréciation du côté américain en se disant, voilà, c'est le bon moment, on va réussir à tout obtenir. Donc, j'arrête là. L'Iran est sans doute en position beaucoup moins favorable qu'il y a précédemment, mais là, ce qui pose problème, c'est effectivement du côté de l'objectif politique de ces attaques militaires américaines, parce qu'autant il y a une asymétrie, comme on dit, hein, entre le rapport de force, il n'y a pas photo, mais l'Iran peut répondre, et on ne voit pas très bien quelle sera l'issue politique pour des nouvelles. Voilà, il faut bien qu'il y ait des négociations après, si on suit la logique de Trump, et là effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes à ce sujet. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Fathia, une dernière question, avec très peu de temps de réponse, désolée. Après sa réélection l'année dernière, Trump a réservé ses premiers déplacements internationaux aux Émirats, au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Il entretient des relations privilégiées avec les Émirats et l'Arabie Saoudite, de même qu'avec Israël. On sait sa proximité avec Netanyahou. N'est-ce pas contradictoire selon vous? Et est-ce que surtout, ce n'est pas porteur de tensions à l'échelle de la région? Oui, vous savez, ce qui anime Trump, c'est le business. Hein. Donc, il a des relations d'affaires importantes, effectivement, avec les Émiratis, les Saoudiens, les Qataris. Sur Israël, c'est fusionnel, c'est idéologique. Même si Trump n'est pas un idéologue, très clairement, il y a tout l'électorat évangéliste pro-israélien qui est quand même la base électorale de Trump. Donc, et non, il n'est pas particulièrement très proche de Netanyahou. Hein. C'est quelqu'un, justement, les dirigeants golfiens, pourquoi est-ce qu'ils avaient plutôt préféré miser sur un Trump que sur un Biden
qui n'a pas du tout su se faire respecter par Netanyahou pendant toute cette année de guerre à Gaza. Et il n'a jamais été en mesure d'imposer son tempo. Trump, malgré tous ses défauts, etc., résiste encore à Netanyahou, hein. Il a résisté à plusieurs reprises. Et là encore, sur l'Iran, même moi, je ne crois pas qu'il soit sous l'emprise des Israéliens. Il a parfaitement conscience que les intérêts américains ne convergent pas forcément avec les intérêts israéliens. Et Trump, plus qu'un Biden, a eu tendance à le dire à Netanyahou. Donc, et c'est là-dessus, et les golfiens, les dirigeants golfiens connaissent très bien Trump. Et ils savent que c'est quelqu'un d'un peu imprévisible, d'un peu sanguin, et alors que Biden, c'était vraiment le deux de tension, hein. Donc, c'était vraiment, on ne pouvait rien sortir de lui. Donc, il se raccroche à des petites branches, mais il pense, alors le problème avec Trump, c'est le dernier qui a parlé et qui a raison. Euh, Moi, j'ai cru comprendre que finalement, si Trump s'était résolu à des frappes contre l'Iran à l'issue de la guerre des 12 jours, c'était aussi pour stopper Israël, je pense. Et apparemment, Israël a été très durement touché par les frappes, par les missiles iraniens, hein. On ne dit pas tout, mais visiblement, il y a eu de très, très gros dégâts. Donc, ça a été une façon aussi d'arrêter Israël. Et donc, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Didier, l'ensemble des États de la région se mobilisent pour essayer de tout faire, en dehors d'Israël bien sûr, de tout faire pour empêcher des frappes contre l'Iran, un changement de régime qui n'aurait pas de sens, parce que comme l'a très bien dit Thierry, bon, moi je veux bien, hein, le petit-fils de Reza, mais il connaît, enfin, du Shah, il connaît même pas son pays. Il n'a jamais vécu en Iran, donc je comprends que les Iraniens soient désespérés et demandent du changement, mais l'administration Trump n'est pas dupe. Il a même dit à plusieurs reprises, oui, l'objectif, c'est pas le changement de régime, et puis de toute façon, il n'y a pas d'alternative, parce qu'il répétait ce que lui disaient justement les Turcs, les dirigeants du Golfe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir notamment euh, comment tous les États de la région se concertent, hein. Il y a une très très forte concertation, notamment entre Arabie Saoudite, Turquie, Égypte. Alors, les Émiratis jouent aussi quand même leur partition, parce qu'ils sont quand même un peu isolés dans l'affaire, hein, avec leur partenariat très étroit avec Israël. C'est quand même le pays aujourd'hui le plus critiqué dans le monde arabo-musulman, hein. Ils ont une place pas très facile aujourd'hui, les Émirats. D'où effectivement leur volonté de réactiver le partenariat très étroit avec l'Inde. L'Inde, dont Modi est un allié, et d'ailleurs il est en Israël pour visiblement faire des affaires sur le plan militaire. Et il y a voilà, ce triumvirat, Inde, Émirats arabes unis, Israël, qui contrevient un petit peu à finalement cette reconfiguration régionale où on voit quand même des grands pays, des puissances moyennes comme la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Égypte, se concerter et être un petit peu sur le même logiciel, hein. Donc, voilà un petit peu ce que je pourrais dire. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais on est quand même, non pas dans un ordre de recomposition, j'irai pas jusqu'à la recomposition. Il y a une reconfiguration qui tatillonne, un désordre régional, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les acteurs régionaux reprennent le flambeau, reprennent leur destin en main. Et ça, c'est peut-être la seule, seul élément positif, que je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie. J'essaie après les exposés désespérants de Didier, qui sont malheureusement réalistes. C'est vrai que le fait que les acteurs régionaux reprennent un peu les choses en main et poussent presque les États-Unis à les écouter un peu, ben, c'est peut-être un petit peu rassurant. On va essayer de se faire du bien un peu. Bon, merci de conclure sur cette note, Fatia. On va faire circuler un micro pour que vous puissiez poser vos questions et je vais vous demander de poser
une question et d'éviter les commentaires pour qu'on puisse en prendre plusieurs. Merci. C'est bon. Oui, bonjour. Il se trouve que j'ai été touchée par les attentats du 13 novembre dans l'arrondissement. Et je suis donc très intéressée de ce qui peut se passer concernant la recomposition de Daesh dans cette région du monde. Cette question. Oui. Bonsoir, ce sera très rapide. Je voulais savoir s'il y avait des preuves d'une ingérence, d'une éventuelle ingérence israélienne lors de la crise en Iran. Moi, ça me paraît tout à fait crédible vu tout le foutoir qu'ils foutent dans la région. Donc, voilà, je voulais savoir s'il y avait éventuellement des agents du Mossad ou autres. Et aussi, est-ce que vous pouvez nous parler du Grand Israël et du plan Oded Yinon? Parce que c'est peut-être, en fait, in fine, le but Israël, le Grand Israël. Merci. On en prend deux ou encore une. Oui. Bonsoir, moi ma question est la suivante par rapport à l'Iran. Qu'en est-il des voisins plus orientaux de l'Iran? Est-ce que la déstabilisation en interne, enfin au sein du pays, peut avoir ainsi que le conflit éventuel avec les États-Unis peut avoir des répercussions sur le Pakistan ou l'Afghanistan voisin? Alors, on va juste passer aux réponses. Donc, il y en a deux pour Thierry et deux pour toi, si j'ai bien compris, Didier. Oui. Oui. Non. Bon, sur Daesh, très vite, Daesh a subi des coups militaires d'une grande importance. On ne va pas le pleurer, mais Daesh n'a pas été totalement démantelé. Daesh n'a pas été éradiqué. Ça, c'est une vue de l'esprit. Ça nous rassure, mais Daesh existe. Alors, très affaibli. Daesh existe et on parle beaucoup des cellules dormantes, mais je pense que l'expression est juste. Il y a des chercheurs qui ont fait du terrain, notamment dans l'est de la Syrie, du côté d'Deir ez-Zor, où il y a des cellules de Daesh qui apparaissent, qui sortent la nuit, qui font des coups, etc. D'où l'importance considérable de la stabilisation de la Syrie. C'est-à-dire que le logiciel de Ahmed El-Shara et de la nouvelle équipe dirigeante, moi, c'est ce que j'appelle l'islamo-nationalisme. Bah, ils sont islamistes, oui, ils ne le cachent pas, ils s'en revendiquent, c'est leur histoire, c'est ainsi, il faut faire avec, mais ils sont aussi nationalistes. C'est-à-dire que leur projet, c'est la stabilisation du pays, sa réunification avec les limites qu'on a évoquées précédemment, et défendre la souveraineté de ce pays. Donc, il est nécessaire pour eux d'en finir ou de continuer à porter des coups avec Daesh. Et il y a des opérations militaires discrètes contre Daesh, ou ce qu'il en reste. Mais ne croyez pas que Daesh ne puisse ressortir. Euh, et puis, par ailleurs, alors je pense qu'il ne faut pas fantasmer, mais vous avez bien vu que les prisons où se trouvaient des combattants de Daesh et qui étaient aux mains et contrôlées par les forces kurdes, bah, elles sont passées désormais aux mains des services de l'État syrien, ce qui est plutôt une bonne chose. Une partie des djihadistes enfermés, notamment de Daesh, il n'y avait pas que, mais principalement, ont été transférés en Irak. Et dans ces transferts, dans cette période de passation des responsables du nord-est de la Syrie, bah, il y a eu des évasions. Si vous me demandez combien, je n'en sais rien. C'est probablement quelques dizaines. Ça sera toujours trop de toute façon, mais ces gens-là vont pas rester à ne rien faire. Donc il y a un danger de résurgence sous une forme ou sous une autre. Je ne dis pas dans les rues du 11e arrondissement, nous n'en sommes pas là. Encore une fois, Daesh a été considérablement affaibli, mais Daesh n'est pas éradiqué, contrairement à ce qu'on avait pu entendre en 2017-2018. Ça, c'est une vue de l'esprit. Et en matière de politique internationale, il vaut mieux éviter de se faire plaisir, il vaut mieux être réaliste et essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Alors, je crois que tu me dis, il y a une deuxième question, c'est laquelle? Je sais pas. Ah, le Grand Israël, peut-être? C'est ça. Bah, le problème avec le Grand Israël, y compris les dirigeants israéliens, sortent des cartes, hein.
comme ils n'ont plus peur de rien, qui a un sentiment d'impunité absolue, qu'ils considèrent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, bah effectivement, ils ont sorti une carte du Grand Israël. C'est-à-dire que ça empiète jusqu'à l'Égypte, ça, c'est l'Arabie Saoudite une partie, même ouais, et une partie même de la Turquie. Alors, il y a plusieurs cartes qui circulent. Bon, il faut être là aussi lucide, il faut rester froid. Je pense que cela ne se réalisera pas. C'est pas de mon point de vue en tout cas, et j'espère ne pas me tromper. Mais ce qui est important, c'est le process, c'est le fait que des individus puissent, de façon, y compris des ministres israéliens, c'est pas quelques illuminés, alors à moins de considérer que ceux qui sont au gouvernement sont aussi des illuminés, mais je ne crois pas. Ils ont un projet politique terrifiant, et donc le fait qu'ils puissent se permettre de sortir ce genre de projet, de faire voir des cartes est évidemment singulièrement inquiétant. Mais ça renvoie à ce qu'on disait au tout début, c'est que, pardonnez-moi, c'est qu'il y a un sentiment d'impunité depuis des années désormais, mais alors qui s'est accru depuis le 7 octobre, et que c'est, comme il n'y a aucune sanction, il y a des protestations, il y a des résolutions de l'ONU, ça il y en a un paquet, mais ça ne change rien. Et nous savons pertinemment bien, notamment à l'époque des bombardements intensifs contre Gaza, qu'il aurait suffi d'une décision des États-Unis, qu'il aurait suffi d'une décision de l'Union européenne de rompre l'accord d'association pour arrêter le massacre. Ça n'a pas été fait. Alors évidemment, ça ne sera pas fait maintenant, puisqu'il n'y a plus, je mets des guillemets, il n'y a plus de massacre. Mais j'ai décrit rapidement la situation. Elle est moins difficile, moins dure qu'au moment des bombardements intensifs. Évidemment, oui, mais rien n'a été réglé sur le fond. Et les dirigeants israéliens se croient tout permis. Donc, on s'explique comme ça, c'est cette capacité à parler du Grand Israël. Mais encore une fois, je ne crois pas que cela puisse se réaliser parce qu'il y a trop d'intérêts nationaux dans la région, d'États qui comptent, qui sont importants, qui sont des États puissants, qui ne se laisseraient pas faire. Merci Didier. Thierry? Oui, alors concernant la première question sur l'ingérence israélienne dans les manifestations en Iran, alors il est vrai d'un côté qu'il y a eu une déclaration de Netanyahou qui a encouragé explicitement les manifestations, les manifestants à sortir dans la rue et à renverser le régime en place. Bon, d'un autre côté, le narratif officiel, c'est que c'est des terroristes, donc téléguidés voilà, par Israël et les États-Unis, qui auraient euh, tué tous ces manifestants. Alors là, effectivement, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est que ça ne tient pas la route. C'est que autant Israël a on ne sait pas ce qui s'est passé du côté des services secrets, mais du côté, il y a eu des déclarations encourageant les manifestants. Mais bon, ce que je vous l'ai dit, ce que je vois quand même, ce que je recoupement de tous les propos, c'est quand même une colère. Alors, déclenchée, on l'a vu, en grande partie par les sanctions, qui sont contraires au droit international. Donc, on pousse les gens dans la rue, mais une colère populaire et qui a été violemment réprimée. Alors, The Economist, qui n'est pas un journal particulièrement proche de la République islamique d'Iran, je vous invite à lire un article, ils ont dit effectivement il y a eu des groupes, des petits groupes d'hommes habillés en noir, masqués, qui ont mené des actions violentes dans ces manifestations. Mais je veux dire, voilà, ce qu'on peut dire quand même, en étant le plus honnête possible, c'était une réaction populaire et le discours du régime, comme quoi son manifestation était téléguidée par l'étranger, ne tient pas la route. Voilà. En ce qui concerne la question sur l'impact d'une déstabilisation de l'Iran et d'une guerre Iran-USA sur on va dire, les voisins orientaux de l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan, il y a deux éléments importants. Comme vous le savez peut-être, il y a une grosse, je ne sais plus combien maintenant, il y a au moins plusieurs millions d'Afghans qui vivent en Iran. Alors, il y a eu des expulsions absolument sauvages après la guerre Iran-Israël d'Afghans qui ont été expulsés. Je ne sais pas si vous imaginez, certains vivaient depuis très longtemps avec leur famille, c'était établi en Iran, et ils ont été expulsés de retour chez les talibans par les Iraniens. Donc, je vois deux risques pour cette population. C'est que, il y a la situation économique, je n'en ai pas parlé, mais il y a un scénario possible, c'est que c'est un peu l'Irak après la première guerre du Golfe. L'Iran est affaibli petit à petit, et ça convient très bien à tout le monde, même aux voisins régionaux, un arrêt faible. Et là, la situation économique va se dégrader et les Afghans vont subir cette dégradation économique avec le risque de tentation populiste, hein, comme toujours,
on peut avoir des hommes politiques iraniens. Il y a du racisme anti-afghan en Iran qui disent tout d'un coup, bah, tiens, tous nos problèmes, c'est à cause d'eux. On les expulse en Afghanistan. Et deuxième élément, effectivement, on parlait des différences entre Israël et les États-Unis sur l'Iran. Il y a une peur en Iran qui est liée à la mémoire collective historique, c'est ce que veulent nos ennemis, et notamment Israël, c'est un affaiblissement de l'Iran, une division en différentes parties ethniques de l'Iran. Vous savez, l'Iran est aussi une mosaïque, hein, avec différentes ethnies. Les Persans ne représentent que 50% de la population. Et donc, là, il y a une peur en Iran très nette, c'est, voilà, l'objectif d'Israël, c'est une division entre une partie, les Azéris d'un côté, les Kurdes, les Baloutches, etc. Alors, du côté, effectivement, ce qui pourrait changer la donne, c'est si on cherche des milices pour déstabiliser le pouvoir central. Bon, il y a les Kurdes basés en Irak, il y a également les Baloutches basés au Pakistan. Donc là, on rentre dans les scénarios, mais en fait, je sais qu'il y a des gens qui sont payés pour ça, qui sont en train d'y réfléchir. Effectivement, les Baloutches ont déjà, il y a des groupes Baloutches, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui sont basés au Pakistan, qui ont déjà mené des actions violentes, voilà, des attaques contre le gouvernement iranien. Ils pourraient être encouragés de le faire de nouveau, et je pense que ça gênerait énormément, on va dire, effectivement, le Pakistan et également l'Afghanistan, si ces groupes étaient financés et prenaient de plus en plus comment dire, avaient de plus en plus d'audace. Voilà. Ma question, qu'est-ce qui reste comme proxy à l'Iran? Et est-ce qu'on peut qualifier les outils de proxy et les missiles chiites en Irak? Oui, oui, c'est donc, je pense que c'est aussi une erreur. Quand je disais à l'heure d'appréciation, l'Iran est affaibli, ce qu'on entend souvent, effectivement, ils ont toujours leur proxy. Alors, effectivement, comme l'a dit Didier, il n'y a plus la Syrie, mais les Houthis sont toujours là. Et d'ailleurs, il y a quand même, on n'a pas trop parlé, mais quand les Américains essaient de se battre contre les Houthis il y a quelques mois, ils sont obligés de conclure une paix. Ils se sont rendus compte que les Houthis sont quand même relativement résilients et capables de se battre. Le Hezbollah, d'après ce qu'on sait, il y a des gens qui le connaissent mieux que moi, mais moi, ce que j'entends dire, c'est que s'il y a une guerre importante entre l'Iran et les États-Unis, ils pourraient rentrer en jeu. Ils ont quand même essayé de reconstituer leurs forces depuis la disparition de Nasrallah. Donc, ils ne sont pas hors jeu, même s'ils sont affaiblis, mais voilà, on entend ça dire qu'ils pourraient rentrer de nouveau en guerre. Et les milices, effectivement, les milices chiites proches de l'Iran, basées en Irak, il y a une déclaration d'une des milices, Kataib Hezbollah, je crois, juste quand Trump a commencé à menacer l'Iran en disant, voilà, s'il y a une attaque américaine, nous, on agira. Il y a encore des bases américaines en Irak. Donc, pour répondre à votre question, ils sont affaiblis, c'est sûr, mais ils sont toujours là. Et donc, ça pourrait rentrer dans la stratégie de guerre régionale de l'Iran si jamais ils étaient attaqués par les États-Unis. Je vais prendre une question qui nous est envoyée par quelqu'un en visio. La Turquie joue-t-elle un rôle et quelle position adopte-t-elle dans le conflit qui oppose l'Iran aux États-Unis? Évidemment, la Turquie, elle joue un rôle. Certains avaient commis un livre qui s'appelait La Turquie, un partenaire incontournable. Et la Turquie est devenue incontournable dans la région, avec ses forces, elles sont nombreuses, ses faiblesses aussi. Il ne faut pas mythifier son rôle. Un exemple néanmoins. Quand les bombardements contre Gaza étaient intensifs, on a assisté pendant des mois et des mois à une rhétorique de la part de Erdogan d'une agressivité extrême à l'encontre des Israéliens. Mais cette radicalité verbale, rhétorique, lui coupait les possibilités de jouer un rôle de médiation qui est resté dévolu principalement au Qatar et à l'Égypte. Et j'avais dit, je pensais, j'ai même écrit, que là, Erdogan faisait une erreur tactique. On n'est pas obligé d'aimer Netanyahou, mais l'agonir d'injures jour après jour, ça ne sert à rien. Alors, Erdogan ne faisait pas ça pour n'importe quelle raison. Il avait un projet auprès de son opinion publique, auprès des opinions publiques régionales et auprès des opinions publiques internationales, parce que dans les États du Sud, il y a une empathie presque
automatique à l'égard de la cause palestinienne. Pour autant, ça le coupait d'un certain nombre de possibilités. Et quelle n'est pas notre surprise de retrouver Erdogan en position, non pas de force, mais importante, dans le jeu des négociations, y compris dans ses aspects les plus révulsants, c'est-à-dire le board of peace, mais enfin, la Turquie en fait désormais partie. Alors la semaine dernière, quand il y a eu la réunion, Erdogan ne s'est pas déplacé, mais il a quand même envoyé son ministre des Affaires étrangères. Donc ça prouve que la Turquie peut avoir un rôle. Sur l'Iran, la Turquie est très ennuyée, parce qu'à la fois, elle ne peut pas, évidemment, rompre sa proximité avec Trump, mais elle ne veut pas non plus, pour des raisons tactiques, rompre, je ne dis pas sa proximité, mais ses relations assez fluides avec l'Iran. Il y a plusieurs raisons. Parce que d'une part, la Turquie, comme tous les grands États de la région, ils veulent la stabilité. Ils savent très bien qu'une guerre contre l'Iran entraînerait une déstabilisation régionale. Et puis, facteur lié, c'est les questions de réfugiés. C'est-à-dire qu'il y a eu en Turquie jusqu'à 3 800 000 réfugiés syriens. Vous imaginez que s'il y avait une guerre en Iran, ce serait potentiellement beaucoup plus encore, et que la Turquie, pour toute une série de raisons dont on n'a pas le temps de développer ici, n'en veut pas, ne peut pas, y compris les recevoir. Parce qu'il était de bon ton de critiquer la Turquie sur la façon dont elle traitait les réfugiés. Nous, quand on avait 15 réfugiés qui arrivaient, c'était une affaire d'État. La Turquie en a reçu 3 800 000 quand même. Je le rappelle toujours. Donc, pour toutes ces raisons, Erdogan, avec ses moyens, ils ne sont pas nuls, bien loin de là, essaie de temporiser et de jouer la carte de la solution politique, et donc d'un compromis. Je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas parlé de l'Égypte, du moins qui ne figurait pas sur la carte. C'est tout de même un pays important dans la région et ça mériterait qu'on y accorde un peu plus d'attention, me semble-t-il. Et une question aussi adjacente, est-ce que la Ligue arabe existe-t-elle toujours? Existe-t-elle juridiquement et existe-t-elle politiquement? Je serais curieux de savoir. Oui. J'avais une question. Vous avez évoqué l'axe Émirats, Inde, Israël. Et par rapport à comment on doit interpréter le fait que l'Arabie saoudite soit récemment placée sous le parapluie militaire pakistanais, sachant les relations très proches entre Islamabad et Riyad. Merci. Merci. Sur l'Iran, vous avez évoqué de multiples causes. Je crois qu'il faut penser aussi à tous les étudiants. Vous avez vu là depuis quelques jours, à l'occasion du deuil des 40 jours, donc ils ne sont pas vraiment là pour des raisons économiques, mais c'est partout. Ma question est sur les... On a quand même pas mal de bruit, d'informations, et pardon, je ne retiens pas les noms, mais sur une évolution du pouvoir. Il semblerait que Khamenei commence à organiser sa succession. On entend aussi que certains dirigeants iraniens et le président, par exemple, n'étaient pas favorables à cette répression et à ces massacres du 8 et 9 janvier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui se passe au sein du pouvoir iranien, si on le sait déjà? Merci. Mon temps. Oui, alors rapidement pour peut-être l'Égypte. Certes, l'Égypte, grand pays, Oumma Dounia, tout ce qu'on veut, mais depuis quand même un certain nombre d'années, est un peu en souffrance. Elle est extrêmement dépendante des pays du Golfe sur le plan financier, en termes d'investissement, etc. Donc, évidemment, ça rejaillit sur le plan diplomatique, mais vous avez raison, l'Égypte a d'ailleurs un rôle pivot dans ces négociations bizarres sur Gaza, la Palestine, mais est très actif aussi sur la Corne de l'Afrique, concernant le Soudan, l'Éthiopie, etc. Et c'est vrai que l'Égypte, comme je le disais, agit quand même en concertation assez étroite avec d'autres pays, dont la Turquie et l'Arabie saoudite, notamment sur la Corne de l'Afrique. Donc, c'est pas effectivement des politiques en solo, mais beaucoup plus concertées, hein. Et c'est ça que je trouve assez intéressant dans la nouvelle, puisqu'il faut recoller au titre, les nouvelles recompositions en cours,
Très clairement, l'Égypte fait partie de cette équation. Pour en venir à l'axe Inde, Émirats, Israël, au début, il était envisagé dans le contexte du fameux IMEC, vous savez, cette espèce de corridor fantasmé depuis Washington pour essayer de barrer la route à la route de la soie de la Chine, hein, très clairement. Il y avait, alors, les Émirats, eux, sont au croisement de multiples partenariats. Donc, la contradiction, ils s'en fichent. Ils sont aussi bien partants pour IMEC que, partants pour d'autres coopérations multilatérales. Maintenant, quand vous dites que l'Arabie saoudite s'est mise sous parapluie pakistanais, c'est un petit peu résumé un peu vite. La coopération militaire entre l'Arabie et le Pakistan est ancienne, elle est très forte. Le Pakistan est un acteur fondamental en termes de création de ces nouvelles armées hein, dans le Golfe, parce que contrairement aux autres pays arabes, les États de la péninsule arabique, enfin les monarchies, ne se sont pas, si vous voulez, construits à partir d'armées régulières importantes, comme l'Irak, l'Égypte, enfin tous les grands pays, Syrie, etc., mais plutôt sur des armées prétoriennes qui devaient défendre la tribu, enfin la famille dynastique, si vous voulez, c'est comme ça. Et quand ces États ont pu avoir le monopole, enfin ces dynasties ont pu avoir le contrôle et le monopole de la rente pétrolière, ils ont tout fait pour fragmenter l'appareil coercitif, à savoir avoir une armée régulière, une garde nationale, aux Émirats une garde présidentielle, etc. Donc c'est plutôt c'est vrai que les Émirats ont ensuite surfé sur la modernisation avec ce que les Européens et les Américains ont un peu fantasmé comme la nouvelle petite Sparte, une petite armée très très bien équipée, apparemment efficace. Bon, en fait, on a vu qu'au Yémen, c'était surtout grâce à des mercenaires que les Émirats s'en étaient sortis. Mais voilà, le Pakistan, comme la Jordanie, sont les principaux pourvoyeurs de cadres officiels à la retraite pour encadrer les armées dans cette région du monde. Et en fait, l'Arabie a signé quasi au lendemain, non, 8 jours après les frappes israéliennes sur Doha, sur le QG du Hamas à Doha, dans une zone très résidentielle à Doha. Vous savez, Doha, c'est minuscule. Hein. Ça a vraiment terriblement traumatisé tous les dirigeants du Golfe. Et les Saoudiens, les premiers, ont été vent debout sur le fait que les États-Unis laissent, parce qu'il y a eu très clairement un laisser-faire américain, sinon Israël n'aurait pas pu aller jusqu'aux frappes à Doha, laisse un autre allié des États-Unis se laisser attaquer par un autre allié des États-Unis. Voilà. Donc, le signal a été envoyé à Washington par Riyad de dire, eh bien, nous, on a une solution B si vous refusez de garantir notre protection et de nous défendre. Hein. Donc, on n'est pas à court de possibilités. Voilà, c'est tout. Oui, non, c'est une question. Je n'ai pas la réponse à votre question, mais il y a plusieurs éléments dont on est sûr. Bon, Moussavi, mais dont j'ai parlé tout à l'heure, il est en résidence surveillée depuis 16 ans. Lui, il a dit clairement, il faut la fin de, si les gens ne sont pas contents, il faut réunir une assemblée, une nouvelle constituante et avoir une nouvelle constitution et sortir de la République islamique d'Iran. Mais il est en dehors du site, il est en résidence surveillée depuis 16 ans, donc il n'est plus vraiment, il n'est pas dans le système. Il y a eu quelques réformateurs qui ont mis en doute le discours du gouvernement comme quoi ces manifestations étaient guidées de l'étranger. Notamment, il y a eu un réformateur qui a dit, en fait, les manifestations étaient encouragées par des gens, même des services de sécurité en Iran. Il est en prison. Hein, tout de suite, il a été arrêté. Donc, pour répondre à votre question, ce qu'on voit, c'est que moi, j'ai écouté ce qu'a dit, par exemple, Rouhani, qui n'est pas un réformateur, mais on va dire modéré. Personne n'a demandé la fin de la République islamique d'Iran. Personne n'a remis en cause le discours officiel sur la répression. Donc, voilà, pour répondre à votre question, de ce côté-là, il n'y a pas du tout de dissension dans le système politique, avec aussi le fait que les réformateurs en tant que tels ont une
très faible baisse, faible légitimité dans la population. Ça explique ça pour ça, parce que maintenant, en gros, on serre les rangs, quoi. Donc, de ce côté-là, il n'y a absolument pas eu de dissension entre les réformateurs pendant cette crise. Voilà. C'était le mot de la fin. Permettez-moi de vous remercier chaleureusement, Fathia, Didier et Thierry, pour avoir livré vos analyses. Merci à vous également pour votre attention. Excellente soirée et à bientôt.